Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, sur Politique sous influence, nous sommes en pleine campagne électorale et politique sous influence et sous surveillance de l'Arcom. Donc pas de buzz politique forcément, mais rassurez-vous, l'émission n'en sera pas moins passionnante avec 4 invités de première classe et de grand style. Et d'abord, le grand reporter Régis Le Sommier, qui est un des meilleurs journalistes de sa génération et qui nous fait l'honneur d'être avec nous pendant toute l'émission. Bonjour cher Régis. Bonjour Guillaume. Alors, on aura aussi l'historien et géopoliticien François Godement, qui est un spécialiste de l'Asie. Il nous dira ce que les Chinois pensent du conflit en Ukraine. Autre actualité qui a fait bondir sur les réseaux occidentaux, ceux-là, les procès du 13 novembre qui touchent à leur fin. Et nous aurons à ce micro l'un des avocats des victimes qui réagira au buzz, bad buzz comme on dit, déclenché par l'avocate de Salah Abdeslam, l'une des avocates. Enfin, autre scandale qui fait aussi réagir la toile, celui des EHPAD, où l'on paye parfois 5 000 € et plus par mois pour mettre ses parents à l'abri, enfin, croit-on. Et dans ces EHPAD, on leur sert des repas à 5 € par jour, voire moins. Et pour en parler, on reçoit maître Sarah Saldman, qui défend les familles plaignantes dans l'affaire Corian. Voilà, c'est parti pour une heure de décryptage. Vous avez vu, Juliette, va falloir se tenir à carreau, car en plus de l'Arcom, je serai très sage. On a la fine fleur du journalisme et on a 2 avocats sur le dos. Bon, on met tout de suite le cap sur l'Extrême-Orient. Avec notre invité François Godement, historien spécialiste de la Chine. Bonjour professeur Godement. Bonjour. Bienvenue sur Politique sous influence. Vous êtes sans doute l'un des meilleurs spécialistes français de l'Asie et de la Chine, c'est ce que je vous disais. Vous êtes historien, vous avez enseigné notamment à Harvard, à l'École normale supérieure. Vous êtes aujourd'hui conseiller Asie pour l'Institut Montaigne. Et vous êtes aussi l'auteur, bien sûr, de nombreux ouvrages, dont le dernier sont les mots de Xi Jinping, je crois, aux éditions Dalloz. Alors pourquoi vous inviter ? Parce qu'on avait envie de décentrer un peu cette question du conflit russo-ukrainien et de comprendre ce qui peut y avoir dans la tête de plus d'1 milliard de Chinois. Comment la Chine, les Chinois, voient-ils ce conflit ? Vous savez, je vais distinguer quand même le régime et la population. Sur la population, on ne peut que spéculer, puisque l'expression n'est pas libre. Sur le régime, par contre, on a en tous les cas les positions publiques qui sont innombrables. On va commencer par le régime. C'est ce qu'on appelle en français un pâté d'alouette, c'est-à-dire un cheval et une dose d'alouette. Le cheval, c'est le soutien tous azimuts pour la Russie sur le conflit en Ukraine. Sur les causes du conflit profondes, c'est l'OTAN, c'est les États-Unis, c'est l'Europe qui a suivi les États-Unis, c'est pas les Russes. Sur la délégation, pendant longtemps, même de l'invasion elle-même, et le flou, disons, sur les questions territoriales. La Chine, quand même, ne reconnaît pas officiellement les républiques séparatistes. Et puis, au-delà de ça, et là, on touche à l'opinion publique chinoise, une propagande qui répète, amplifie, à l'étranger aussi d'ailleurs, toutes les allégations russes, même les plus folles. Par exemple, la Chine a fait grand cas de laboratoires biologiques américains en Ukraine qui prépareraient une guerre biologique. Est-ce que, finalement, cette affaire ne montre pas, j'allais dire que le politique, le géopolitique, le militaire tient l'économique. Parce qu'en réalité, la Chine populaire avait de très bonnes relations économiques avec l'Ukraine. L'Ukraine était un très bon fournisseur de la Chine et notamment de céréales. Pourtant, ça n'a pas fait un pli. Ça veut dire que la dimension géopolitique prime sur tout le reste. Le plus important, c'est le conflit ou l'affrontement avec les États-Unis et la position très générale de la Chine contre toute forme de sanctions, sauf quand elles sont rigoureusement appuyées par l'ONU, ce qui est impossible dans le cas de l'Ukraine, puisque la Russie a un droit de veto qu'elle exerce. Mais je vais quand même nuancer un peu ça, parce qu'après avoir parlé de la position chinoise en parole, il faut dire qu'elle est un peu plus retenue dans les faits. Par exemple, on n'a pas de témoignage de livraison d'armes à la Russie. Les États-Unis avaient mis en garde la Chine. On a eu certes des achats de pétrole et de gaz supplémentaires, c'est une bonne affaire à bon prix pour les Chinois, mais ils ne sont pas les seuls. Les Indiens, par exemple, font pareil. On n'a pas vraiment de signe d'une ruée des entreprises chinoises pour prendre la place des Européens et des Américains en Russie. Alors peut-être ça tient aussi à une prudence commerciale, économique, hein, on ne sait pas où ça va. On a quelquefois aussi des petits signes chez les experts d'une distance chinoise. Certains nous diront par exemple que ça va accélérer tout simplement le déclin russe. Moi je crois que la Chine a, pour des raisons à la fois stratégiques et idéologiques, besoin
de soutenir la Russie, mais qu'elle sème des petits cailloux à tout hasard. Si par exemple Poutine perdait vraiment la partie, à ce moment-là, la Chine lui dirait non, mais on n'a jamais été vraiment engagé directement. Non, mais on a maintenu une certaine neutralité. Cette neutralité est bidon, il faut le dire, aujourd'hui. Mais la Chine n'aime pas les perdants, ça reste. Et tant qu'elle ne voit pas l'issue du conflit, elle ne prendra pas vraiment position à 100%. Donc la Chine officielle attend de voir de quel côté ça va tomber finalement. Un tout petit peu quand même. Professeur Godement, on parlait tout à l'heure de propagande. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette propagande, elle est aidée par la censure des réseaux sociaux en Chine? On sait qu'ils ont les réseaux sociaux, ils en sont même très friands, mais ils ont leurs réseaux sociaux. Ils ont leurs réseaux sociaux, ils sont très contrôlés. Par exemple, ils ont TikTok, mais le TikTok n'est pas le même que le nôtre, que nous occidentaux. Tout est contrôlé. On avait parlé un jour de censure pour les enfants, interdiction d'utiliser le réseau social avant 13 ans, 14 ans. Est-ce que la population chinoise arrive quand même à trouver sa parole sur les réseaux sociaux? Elle trouve une parole, mais quand cette parole est critique, elle est aussitôt étouffée. C'est comme des feux de brousse qu'on éteint instantanément. Il y a eu des expressions critiques, plutôt par des intellectuels, plutôt par quelques experts, sur l'invasion russe de l'Ukraine, mais c'est aussitôt censuré, ça n'est pas porté à la connaissance de la population. Les images sont fortes, et il faut bien dire que nous avons été très émus par les images. C'est la première fois qu'on voit une guerre contre des civils aussi violemment représentée en direct. En Chine, elles ont parfois été représentées, mais on ne dit jamais où elles se situent ni qui est responsable des dégâts. Et une partie de la population peut véritablement s'interroger sur qui fait quoi en Ukraine actuellement. C'est un élément. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, la très forte éducation non seulement nationaliste, mais je dirais le culte du plus fort, presque fasciste, qui est pratiqué en Chine aujourd'hui. Une partie de la population est ouvertement nationaliste et estime que le droit du plus fort prévaut, et d'ailleurs que c'est ce que les États-Unis ont toujours fait. C'est sur cette logique-là qu'une partie de l'opinion, il faut bien le dire, soutient probablement la position chinoise, même si, au fond, personne n'aurait envie de s'engager et de participer au conflit. Régis. Moi, je voulais vous poser la question de est-ce que finalement cette attitude chinoise vis-à-vis de la Russie était pas déjà, on l'avait déjà observé notamment autour de la guerre en Syrie, c'est-à-dire que quand les troupes de Bachar al-Assad, aidées par leurs alliés du Hezbollah et par les Russes, puisque les Russes ont été décisifs, c'est eux qui ont renversé la table en Syrie et ont permis au gouvernement syrien de reprendre le contrôle dans un pays exsangue, dans un pays à qui il faudrait 400 milliards de dollars pour refaire ses infrastructures et reconstruire ses villes. On a beaucoup anticipé une participation chinoise, les Syriens disant, les Européens ne voulant pas investir. Et finalement, cette participation chinoise, eh bien, elle s'est pas matérialisée. Je sais que également au Mali aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'espoir de la part notamment des sympathisants de la junte au pouvoir, que les Chinois investissent. Donc l'appui militaire russe avec Wagner et une sorte de coopération économique qui se ferait avec la Chine et qui permettrait au pays d'avancer. C'est un peu les puissances continentales contre la puissance maritime américaine, quoi. Un petit peu, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est un peu une fiction. Et je voulais votre avis là-dessus, parce que en réalité, on en parle, on se dit oui, ça va se produire, et puis ça se matérialise pas vraiment à la fin. Et pour ce qui est de la Syrie, on n'a pas vu beaucoup d'investissements chinois jusqu'à présent pour reconstruire le pays. C'est vrai qu'on avait beaucoup spéculé et que, d'ailleurs, au départ des schémas sur les fameuses routes de la soie chinoises, les ports libanais et syriens devaient être un terminus. Et puis, évidemment, ça s'est pas produit depuis 10 ans de guerre massive. Je crois que vous avez absolument raison. Il faut distinguer les positions rhétoriques, les positions politiques, idéologiques, stratégiques, des choix économiques qui sont absolument pragmatiques. Et la Chine, très souvent, met pas l'argent où sont ses paroles. C'est vrai dans d'autres circonstances. Par exemple, elle a fait 1000 promesses à l'Europe centrale et orientale et les investissements n'ont pas suivi. Ils continuent à aller vers l'Europe occidentale qui est jugée plus profitable, plus importante pour l'acquisition de technologies. Dans le cas précis de la Syrie, je pense que les Chinois ne sont pas les Russes. Je pense qu'ils ont été sidérés, médusés, comme ils l'ont été pour l'Ukraine, par l'audace militaire russe et par Poutine. Ils ne pratiquent pas ce genre de choses. Ils pratiquent l'infiltration, ils pratiquent le soutien indirect. Ils ont des milices de sécurité aussi qu'ils utilisent pour protéger leurs intérêts, notamment en Afrique maintenant. Mais ils vont pas si loin.
Et je pense que le point d'équilibre reste encore de ne pas encourir de sanctions secondaires occidentales. Il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est que dans la propagande chinoise nationaliste, et y compris à la télévision chinoise, notamment à la télévision chinoise, il y a un énorme accent sur la protection des citoyens chinois. Le régime chinois revendique de protéger ses citoyens, y compris à l'étranger. Or, si vous vous engagez dans le genre de voie que vous décriviez, vous leur faites courir des risques importants. Et je pense que ce pas-là, la Chine ne le franchit pas tout à fait. Dernière question, professeur Gomnan. Finalement, si la Russie parvient à arracher par la force une partie encore plus importante du territoire ukrainien qu'elle a récupéré en 2014, est-ce qu'on peut dire que c'en est fini de l'intégrité territoriale de Taïwan à terme? L'exemple n'a pas été concluant. Pourquoi ? Parce que ça a montré que les Ukrainiens, avec des moyens asymétriques et inférieurs, pouvaient enrayer assez rapidement l'invasion russe, notamment le débarquement aéroporté à Kiev a complètement échoué. Or, il n'y a pas de moyen d'occuper Taïwan si on ne fait pas un débarquement. Donc pour l'instant, ça joue un rôle dissuasif finalement pour les Chinois. Pour l'instant, je pense que ça conduit plutôt la Chine à être prudente sur une invasion rapide et à estimer qu'il faut vraiment être sûr d'avoir des instruments de supériorité et de les avoir testés, parce que l'expérience russe n'est pas vraiment concluante. Maintenant, il y a un autre schéma, c'est que la Chine peut évidemment espérer que les États-Unis, et subsidiairement les Européens, sont occupés par un conflit et n'ont pas envie de s'engager à fond dans l'autre. C'est un pari très risqué. Et une fenêtre d'opportunité, quoi. C'était une fenêtre d'opportunité qui apparaissait après le 24 février, notamment. Elle apparaît beaucoup moins dans la mesure où les États-Unis font tout, et ils viennent leur ministre de la Défense vient encore de le faire à Singapour hier, pour expliquer qu'ils sont aussi présents sur le front Asie-Pacifique qu'en Europe. Professeur Godement, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu éclairer nos lanternes occidentales sur ce que pense la Chine de ce conflit qui déchire l'Europe, le vieux continent. L'Europe, on y retourne avec vous, Régis Sommier. Vous êtes grand reporter. Il vous est arrivé une drôle d'histoire. Alors, pas à l'autre bout du monde. Vous êtes habitué à l'autre bout du monde. Non, chez nous. Vous avez été invité à un festival de journalisme et vous avez été désinvité à la dernière minute. Pourquoi? Vous allez tout nous dire. Et nous parler aussi de la vérité du terrain. Restez sur Sud Radio. Dans un instant... Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Nous sommes très honorés, très heureux de vous recevoir, cher Régis Sommier. Vous venez de faire paraître un nouveau bouquin, aux éditions bouquin d'ailleurs, dans la collection Autrement, qui s'intitule La vérité du terrain. On va aussi parler de votre ouvrage parce qu'il est passionnant. Vous livrez d'ailleurs pas mal de vous, votre histoire personnelle et de ces années sur tous les grands terrains de guerre, dans toutes les crises du monde. Mais on vous a invité à la suite d'un tweet qui m'a interpellé et qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux. Quel est ce tweet, Juliette? Vous avez poussé un coup de gueule. Où va le journalisme? Vous avez été donc invité à ce festival international du journalisme à Couture. Oui. Vous avez été désinvité et vous me dites, là, il me décommande car des membres de l'équipe, entre parenthèses, anonymes, voilà le courage, étaient gênés. L'élite journalistique va donc débattre de RT en se privant d'une personne qui en a fait partie. Ça a fait beaucoup réagir. Est-ce qu'on peut parler de lâcheté? Lâcheté, oui, certainement de la part des organisateurs, parce que moi j'aimerais bien savoir qui sont les personnes et puis même discuter avec elles pour savoir. Alors ce qui s'est passé, je vais remettre un peu les choses dans le contexte, c'est deux journalistes, un de Libération qui s'appelle, un de Télérama qui s'appelle Olivier Tesquet et une journaliste du Monde qui s'appelle Asma Mad, qui m'ont convié en me disant voilà, vous avez fait partie d'RT, est-ce que vous accepteriez? Parce que vous avez bossé dans cette chaîne qui était contrôlée par le pouvoir russe et qui a été interdite par l'Union européenne au lendemain du conflit. Tout à fait. J'ai fait 6 mois. J'ai passé 6 mois chez RT sur 27 ans de carrière, essentiellement à Paris Match. Je préfère le préciser. Qu'un festival de journalisme s'intéresse à cette partie de ma carrière, elle est un peu étroite. C'est une toute petite partie, disons. Toute petite partie, mais en tout cas, j'avais accepté. Je me dis oui, pourquoi pas. Il serait intéressant. Et moi, ce que je trouvais
d'intéressant, c'est que je puisse raconter mon expérience d'RT, puisque je l'ai pas faite en fait. On m'a posé la question, c'est que Sonia Mabrouk m'avait interviewé là-dessus au moment de la fermeture d'RT. Mais là, je voulais raconter comment ça se passait à l'intérieur, puisque on dit propagande russe. Est-ce que comment je l'ai vécu moi, tout simplement. Quel était le risque en fait ce jour-là? C'était que vous alliez distiller la propagande du Kremlin au sein du festival. Pour résumer, ils ont décidé de parler de ce qui se passait à l'intérieur de RT. Oui. Et donc c'est assez logique d'inviter quelqu'un qui avait été à l'intérieur. Mais les deux journalistes sont très sincères et je pense qu'ils sont eux-mêmes très déçus de cette déprogrammation. Alors, donc ils vont en parler sans les gens qui connaissent. Mais apparemment, sans témoin. Le thème, c'est RT, la voix de son maître. En plus, l'info, une arme de guerre. Donc voilà. Donc ils vont en discuter entre eux avec des gens qui n'en ont pas fait partie, ou alors des gens qui ont un avis sûr. Mais moi, ce que je voulais vraiment expliquer, c'est médias d'influence, oui, comme comment. De toute façon, c'était très clair. Hein. C'était la couleur était annoncée. RT, c'était la télévision du gouvernement russe. Mais bien sûr. Mais je voulais raconter comment ce que j'y avais fait et expliquer que on n'était pas forcé tous les jours de alors justement chanter les louanges de Poutine. Vous aviez l'impression d'être vous n'aviez pas l'impression d'être en laisse ou d'avoir un maître qui s'appelait Poutine à l'intérieur de RT? Absolument pas. J'étais pas naïf et on avait tous les jours le communiqué de Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, qui était relayé. Ça faisait la part belle effectivement à l'opinion de la Russie. Mais en termes de propagande, ce qui m'aurait intéressé, c'est de discuter avec des journalistes pour justement confronter et dire qu'est-ce qui est propagande et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et le fait que dans une télévision comme RT, on avait quand même, et je suis pas le seul à avoir fait ce constat, hein, Frédéric Tadei l'a fait, Stéphanie autre grand journaliste qui ne peut en aucun cas être soupçonné de la moindre accointance avec Vladimir Poutine. Mais c'est-à-dire que le contrat de base pour nous, c'est que on participait à RT, mais à aucun moment on a signé pour faire une quelconque propagande russe. Et si vous voulez, moi, ayant travaillé sur RT, j'ai fait un documentaire sur Mayotte. J'ai été interviewer la femme du dernier otage français au Mali, qui s'appelle Olivier Dubois, qui est un journaliste qui est détenu par ACMI, que tout le monde a un peu oublié. J'ai fait un sujet sur le Covid long et j'ai couvert les élections législatives en Allemagne. Je peux pas dire que ce soit d'une quelconque façon liée à la Russie. C'est important de rappeler que derrière RT et derrière la fin de la progression de cette chaîne, il y avait des vrais journalistes derrière et énormément de gens qui travaillaient, qui faisaient de l'extraordinaire travail et qui ont été très affectés par la brutalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fallait pas le suspendre. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense que, étant donné qu'il y a, il y a eu cette agression de la Russie contre un pays souverain comme l'Ukraine, et considéré qu'au niveau européen et même au niveau français, il y avait matière à suspendre une chaîne qui était directement financée. Il y a beaucoup de journalistes qui sont partis d'eux-mêmes, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et il y en a qui sont restés parce qu'ils n'ont pas. Voilà. Mais c'était 176 salariés quand même, faut le souligner, et qui étaient tous français. Il y avait aucun Russe dans l'histoire. Bon, bref. Mais ce que je trouve de cette expérience, ce qui aurait pu être intéressant dans ce débat, c'est que moi j'apporte RT de l'intérieur, que je raconte et que on confronte avec d'autres journalistes, éventuellement si on avait eu d'Al Jazeera ou d'I24 News aussi, d'I24 News qui viennent, qui sont donc deux chaînes internationales, l'une financée par le gouvernement israélien et l'autre par le gouvernement du Qatar, mais qui sont autorisées, et d'essayer de comprendre ce qu'on appelle les médias d'influence en fait, parce que c'est pas vraiment de la propagande en fait, il s'agit, c'est plus subtil. C'est du soft power, et moi je le reconnais tout à fait. Mais ce que je trouve absolument aberrant dans cette histoire, c'est qu'on est censé être dans un festival de journalisme. Ça aurait été un festival politique ou quelque chose comme ça, que des gens disent géopolitique, que finalement ils avaient fait une erreur. Non, là on est dans le journalisme, et le journalisme c'est aussi d'aller parler à des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, et qui ont un autre point de vue, et surtout ne pas se priver d'une source de l'intérieur. C'est la question des sources. Là ils vont discuter entre eux. Régis, vous me connaissez, j'ai l'esprit très très mal placé. Moi j'ai fait une connexion, mais peut-être vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que à quelques jours d'intervalle, vous avez vraiment, à mon avis, justement, même si c'était assez sèchement remis à sa place, Raphaël Enthoven, en lui expliquant que c'était bien d'appeler à prendre les armes pour l'Ukraine, mais ce serait mieux de joindre le geste à la parole, et ils vous ont décommandé juste après. Est-ce qu'il y a un lien entre ceci et cela? Autrement dit, est-ce qu'ils vous avaient peut-être invité un peu comme le ravi de la crèche, qui n'aurait pas été capable de se défendre et qui aurait été dans un procès pour justifier d'une inconduite, disons?
Alors peut-être, je ne sais pas si Ça va trop loin, cette interprétation Raphaël Enthoven a ce pouvoir peut-être de déprogrammer des gens. Non, mais le succès de votre intervention peut-être. L'intervention a eu un succès, elle était légitime parce que le problème de Raphaël Enthoven date du début de la guerre en Ukraine, où justement il appelait il disait que face à Poutine il n'y a que la force, il faut combattre, etc., etc. Et là, en l'occurrence, j'ai eu l'opportunité de lui répondre pendant cette émission parce qu'il passait son temps à mettre en avant André Malraux et Albert Camus sur la guerre d'Espagne. Et je lui dis précisément la guerre d'Espagne, comment Ernest Hemingway et comment George Orwell sont allés combattre, ont pris les armes et ils sont allés sur place. Et je dis vous faites des tweets, c'est tout ce que vous faites. Alors oui, ça l'a peut-être vexé. Il y a peut-être eu je ne sais pas si ça a un lien. Antoine qu'on aime bien par ailleurs, qui est un bel esprit, non, mais oui. disons qu'il y a peut-être un lien entre le succès de ce tweet et puis le fait qu'il vous ait décommandé à la dernière minute. Peut-être. Je n'ai pas réussi à le caractériser. En tout cas, Olivier Tesquet de Télérama me précise que non, que cette décision a été prise avant. En tout état de cause, c'est au lendemain de cet échange qu'on m'a signifié que j'étais déprogrammé. Donc si la décision avait été prise avant, je pense que j'aurais été informé un peu plus tôt. Alors, je n'en sais rien, je n'ai pas de possibilité, mais c'est pareil. Il y a dans cette déprogrammation, on va pas non plus en faire, c'est pas l'affaire du siècle, mais dans cette déprogrammation, il y a un côté anonyme de certains membres étaient gênés, mais c'est certains membres. Moi, j'aimerais bien connaître ces gens-là. Assumer ses positions. En parler avec eux. En fait, on est en plein dans la cancel culture. C'est la cancel culture. Certaines personnes se sentent oppressées, mal à l'aise. On vous prive la parole. C'est ce qu'on a fait. Oui, bien sûr. Et comme si moi je représentais, je sais pas, quelque chose de russe, alors que comme je vous le dis, si moi chez RT, 27 ans à Paris. Pardon, chez Régis, vous allez rester avec nous, mais je suis obligé de vous priver de parole parce que c'est la transition très habile avec des gros sabots. Voilà. On va rester en France. On va parler des attentats qui ont frappé cruellement notre capitale le 13 novembre 2015. On va recevoir maître Ludovic de Villèle, avocat des victimes, qui suit ce procès hors norme depuis le début. Comment réagit-il à ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur ce procès? C'est tout de suite sur Sud Radio. Dans un instant, retour de Sud Radio, politique sous influence. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Nous sommes de retour. On va parler avec Ludovic de Villèle des procès du 13 novembre. 13 novembre 2015. Procès vraiment hors norme. Mais avant, il y avait une question quand même qui me brûlait les lèvres, cher Régis Le Sommier. Finalement, en France, où on est d'accord, la presse est libre et c'est tant mieux, on s'en félicite tous. Elle est libre, mais est-ce qu'elle est pluraliste? Elle est pluraliste. On arrive toujours à trouver encore dans la presse, heureusement, des gens qui font leur travail dans tous les journaux. Malheureusement, il y a un petit côté suiviste qui est assez typiquement français, c'est-à-dire que dès qu'un fait quelque chose, l'autre le fait, etc., etc. Il y a quand même une panurge. Voilà. Maintenant, sur l'histoire qui m'est arrivée, pour conclure un petit peu, moi je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui m'a vraiment sidéré parce que je suis allé voir du coup pour préparer, j'allais préparer cette intervention, j'ai été voir un petit peu les thèmes proposés des autres débats. Donc, RT France, c'était la voix de son maître, donc l'arme de guerre, comme le média comme arme de guerre. Puis il y en a un qui m'a trouvé particulièrement cocasse au vu de ce qui m'est arrivé. Ça s'appelle Des illusions perdues à CNews. Il était une fois l'objectivité. Donc voilà. C'est grandiose, quoi. Voilà. Tout est dit. Voilà. Je pense qu'ils ont des échantillons sur eux. Ils savent de quoi ils parlent. Merci. Eux, ils savent, oui. Voilà. Merci. On va repartir sur les attentats. Merci pour la virgule. Bonjour, maître de Villèle. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, Guillaume Bigot. Vous suivez depuis le départ ces attentats qui sont, je disais, totalement hors normes parce que la France a été victime d'actes de guerre le 13 novembre. Avec plus de 115 morts, 400 blessés graves, etc., des gens traumatisés. Ce procès, il est, pour vous, il ressemble à aucun autre? Alors, si vous me permettez deux précisions. Quand vous avez annoncé le sujet, vous avez hésité, le procès et on vous a rappelé du 13 novembre. Je pense que vous vouliez dire, pardon si je me trompe, le procès du Bataclan. Ouais, exactement. Si tel était le cas, je peux le comprendre. Exactement. C'est pas le procès du Bataclan. Il ne faut pas oublier, même si c'est le lieu où il y a le plus de victimes. Les attaques de terrasse.
Théâtre Manière, voilà, Et le les Stade de terrasses France. Et le stade. Et le Stade de France. Donc c'est vraiment le procès des attentats du 13 novembre 2015. Exactement. Ensuite, deuxième précision, et c'est normal que vous utilisiez ce vocabulaire, des actes de guerre, à la différence près que quand et Régis Le Saunier aurait pu, je pense qu'il serait d'accord avec moi, nous ne sommes pas dans une guerre. Il n'y a pas de combattants, il y a des civils innocents d'un côté et il y a des terroristes de l'autre. Et ça n'a rien à voir avec la guerre. Il y a un droit de la guerre, il y a des choses qui se font, d'autres qui ne se font pas. Et là, on est dans le mal à l'état pur, le terrorisme. Je le dis, c'est mon opinion personnelle, mais ça a été rappelé par les avocats généraux, ça a été rappelé par les parties civiles. Il n'y a aucun combattant dans le box des accusés. Il n'y a que des terroristes, des combattants. Ils ne tirent pas dans le dos. Ils ont une formation. Il y a une loi. Ne sont pas des lâches. Donc ce n'est pas un acte de guerre, c'est des actes terroristes et on a assisté à de la barbarie. Vous avez raison, Pardon. même si mais vous avez parfaitement raison, c'est très très clair sur un plan juridique, même s'il arrive parfois, et on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'armée allemande et les troupes allemandes, que des soldats se comportent comme des exécuteurs ou des assassins de masse. En Dans fait, ce cas-là, ils sont jugés. Absolument. Ils sont jugés. Et heureusement qu'ils le sont. Maître Vidal, Oui, exactement. Cette semaine, il y a une vidéo qui a énormément buzzé sur les réseaux sociaux. C'est un extrait de l'émission Quotidien où l'une des avocats... Tout à fait, où l'une des avocates de Salah Abdeslam est venue et a parlé de son client. Je vous propose qu'on l'écoute et vous nous donnerez votre réaction juste après. J'ai pas hésité très longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai vu que le contact était bon. Contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire, c'est quelqu'un qui est très humain. C'est quelqu'un avec lequel on peut discuter. Et c'est quelqu'un avec lequel on peut construire quelque chose. C'est difficile de vous entendre dire que c'est quelqu'un de très humain. Et pourtant, moi je suis contre les idées toutes faites qui viennent dire qu'une personne est à exclure de l'humanité, que c'est un monstre, que c'est quelqu'un d'inhumain. Non, je pense que les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains. Alors les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains. Ça a énormément choqué sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai deux choses, si vous me le permettez. Je pense, j'avais écouté cette interview quand vous m'aviez dit qu'on en parlerait ce matin. C'est qu'elle veut dire que Abdeslam, c'est quelqu'un comme un autre et comme tout être humain. On ne va pas rentrer dans de la philosophie. Pourtant, ça le mériterait. Il est capable du meilleur comme du pire. Et là, on a le pire. C'est dans ce sens-là qu'elle dit qu'il est très humain. Deuxièmement, elle dit qu'il est humain. C'est pour ça qu'on le juge. J'essaie de comprendre pourquoi elle a employé ce mot. Encore une fois, elle était en direct, c'est une jeune avocate. Je ne sais pas si la question était préparée. C'est un peu le concept, Hannah Arendt, de banalité du mal. C'est-à-dire que finalement, la barbarie est à l'intérieur de l'humanité. Oui, je pense. Et pour avoir assisté aux 9 mois de procès, il est impressionnant, le mot est même effroyable, de penser qu'on bascule, je crois que c'est le terme que le président Hollande avait utilisé lorsqu'il était déposé, de la délinquance à ce qu'ils ont commis au terrorisme. Ça va très très vite. Et on est c'est autre chose, mais vous voyez ce jeune de 14 ans qui a assassiné tué sa petite amie avant-hier. Bon, vous voyez, oui, elle avait 13 ans. Donc c'est l'horreur que nous portons. Alors on la porte peut-être pas tous, mais c'est en ça, je pense, qu'elle dit qu'il est humain. Là où elle a tort, là où elle a tort, c'est de venir dire que je ne suis pas de celles qui viennent considérer que il est hors de l'humanité, qu'il ne faut pas les juger. Mais personne ne l'a dit. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec elle. Il ne s'agit pas de dire d'un côté, c'est un ange, ce qu'elle semble tout le temps vouloir dire, il est comme nous. Oui, il est comme nous, il a une part d'humanité, sinon, encore une fois, il ne serait pas jugé. Mais il n'a jamais été dit qu'on devait le mettre au banc de l'humanité, de le pendre et de le traiter comme un animal. Ce n'est absolument pas ça. Donc le dilemme, il n'est pas de savoir si c'est un ange ou si c'est un démon. C'est un homme avec sa part d'ombre. Et je trouve qu'elle a été caricaturale là où ce procès, là où aucune, vous m'entendez bien, aucune des parties civiles n'a été dans la caricature. Aucune des parties ne l'a traité comme un monstre. Aucune, je vous le dis bien, aucune. Et il y a eu plus de 400 dépositions. Toutes les parties civiles, toutes, ont dit qu'elles voulaient comprendre, qu'elles attendaient un procès juste, qu'elles étaient très fières d'appartenir à un pays où il y avait des droits de la défense et qu'elles souhaitaient comprendre ces actes monstrueux. Voilà, il a commis des actes monstrueux. Et c'est parce qu'il est un homme qu'effectivement il les a commis, et pas parce qu'il serait un animal ou en dehors de toute humanité.
J'espère que c'est ça ce qu'elle a voulu commettre. Mais je comprends, pour être très précis, pardonnez-moi, que c'est choqué parce que c'est choquant, dit comme ça. Ce journaliste d'ailleurs l'a repris en disant mais vous parlez d'humanité. Je pense qu'en 2 minutes, elle n'aurait pas dû dire ça. Ça méritait plus d'explications. Mais est-ce que finalement c'est pas un problème qu'on a déjà rencontré? Je me souviens par exemple de l'opinion. Je crois que alors il y avait un côté provocateur volontiers dans le personnage que Jacques Vergès avait de Klaus Barbie. Klaus Barbie était quelqu'un d'extrêmement intelligent et Vergès avait évidemment, comme c'était son avocat, tissé des liens avec lui. Donc il y avait et en fait à chaque fois on est toujours un peu effrayé parce que on a en face de soi les actes perpétrés, comment on a l'entreprise, on a les images du Bataclan, c'est surtout cette fosse avec les cadavres et les gens qui bougeaient encore ou qui essayaient de jouer aux morts pendant que les terroristes leur tiraient dessus. On a toutes ces images là et quand on a le rescapé, le seul terroriste rescapé, mais on a un peu de mal à revenir et à considérer son humanité. Et quand on est son avocat, bah oui, forcément on est obligé d'aller là-dessus. Donc c'est un peu un procès éternel à essayer de trouver le caractère humain dans un acte abominable, quoi, finalement. Oui, mais vous voyez, on est aussi sur 2 théâtres différents. L'un, vous êtes à la télévision, dans une émission grand public, plutôt sympathique, avec sans doute des sujets sérieux, et une autre, un palais de justice, une cour qui est chargée d'instruire et de comprendre, car juger, c'est comprendre. On ne juge pas si on ne comprend pas. Donc, c'est la différence de l'exercice. Et là, elle est allée dans une chaîne de télévision pour un exercice les avocats le font pour des tas de raisons, mais c'est difficile de faire passer un message d'humanité, de respect. Vous voyez, d'ailleurs, vous n'avez pas repris ce point-là. Elle a dit, je n'ai pas à comprendre les victimes, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a ça à un moment donné. C'est très violent. Elle a dit il y a de l'humanité dans ces actes-là aussi. Oui, c'est ça qui est. C'est quand même la fin est un peu glaçante. Alors peut-être qu'elle s'est mal exprimée, mais non, je crois dans pas les actes. Je crois pas qu'elle ait dit dans ces. Elle a dit que lui-même. Oui, non, elle dit les deux. Elle dit les deux. Elle dit bien, il est humain et il est accusé d'actes qui sont eux aussi très humains. Voilà. Et ça, je trouve que c'est le plus choquant. Attendez, réécoutons. J'ai pas hésité très longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai vu que le contact était bon. Contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire, c'est quelqu'un qui est très humain. C'est quelqu'un avec lequel on peut discuter. Et c'est quelqu'un avec lequel on peut construire quelque chose. C'est difficile vous entendre dire que c'est quelqu'un de très humain. Et pourtant, moi je suis contre les idées toutes faites qui viennent dire qu'une personne est à exclure de l'humanité, que c'est un monstre, que c'est quelqu'un d'inhumain. Non, je pense que les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains. Voilà, les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains. Mais c'est peut-être dans le sens... tout à fait maladroit. Oui, c'est tout à fait maladroit. D'ailleurs, quand elle vient dire qu'on peut discuter avec lui, si hier vous avez entendu les réquisitions et qu'il a pris une peine incompressible, c'est bien justement parce qu'il n'a pas voulu discuter, il ne se remet pas en cause. Et ça fait preuve de l'humanité, se remettre en question. Et c'est pour ça que l'avocat général a dit, il ne se remet pas en question et je suis obligé de le sanctionner extrêmement sévèrement. Donc c'est la limite du propos de son avocat. Maître, sur Salah Abdeslam, justement, on a entendu énormément de témoignages de gens qui participent et qui sont présents au procès, qui nous disent que Salah Abdeslam rigole pendant le procès, sourit, rigole, donne l'impression de ne pas avoir finalement tant de remords que ça. Il a versé des larmes pour sa mère et pour ses Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le comportement d'Abdeslam? Je vous le confirme, tout ça est exact. Il est assez absent. Son visage est masqué par le masque dû à la Covid-19. Tous les accusés le portent. Donc déjà l'expression est un petit peu assez masquée. Mais qu'il parle avec ses voisins. Alors le président le reprend, pas plus qu'un autre. Qu'il sourit, oui. Mais encore hier, madame, avant l'audience, vous aviez, je peux le dire, parce que des éclats de rire. Le box des accusés avec leurs conseils, il y a une forme, au bout de 9 mois, il y a une forme de sympathie, je sais rien de non, pas de connivence, mais de sympathie, de familiarité, va-t-on dire. La banalité du mal. Mais avec l'ensemble des accusés, il y avait du bruit, il y avait des éclats de rire. D'ailleurs, nous, on se disait entre nous, outre que c'est pas tout à fait décent, mais pas pendant l'audience, c'était avant, évidemment, c'était avant que la cour n'arrive, les minutes d'avant. Au-delà de ça, on se dit, mais les parties civiles, qui sont là, qui attendent que la cour arrive, qu'est-ce qu'elles peuvent en penser, de voir finalement qu'est-ce qu'ils ont compris, pas grand-chose. Hier, ils ont quand même pris un sale coup sur le coin de la tête quand même, parce que les réquisitions pour tous ont été extrêmement graves. Ce ne sont que des réquisitions. Mais oui, pour répondre,
Vous savez, il est dans sa logique, Salah Abdeslam. Hein, il considère que ce qu'il a fait, il n'est pas allé au bout, qu'il aurait dû y aller. Et ça n'a pas fonctionné. Et que voilà, ceux qui l'ont fait, ce sont des héros. C'est très intéressant parce que c'est très intéressant. Moi, j'avais couvert le procès de Zakaria Moussaoui aux États-Unis, qui lui se revendiquait comme étant le 20e kamikaze qui n'a pas réussi à prendre l'avion. Et il avait exactement la même attitude que Salah Abdeslam. Il se marrait, comment il était certain de son bon droit, il était certain et il se considérait toujours comme un soldat d'Allah ou de l'État islamique, ou d'Al-Qaïda à l'époque. Et c'était exactement la même attitude, genre je n'ai que du mépris pour vous en fait. Malheureusement, on doit passer au sujet suivant, mais en conclusion, je crois qu'on a bien compris qu'il y a un phénomène d'inversion, c'est-à-dire que c'est vraiment nos ennemis qui veulent nous retirer toute humanité pour nous éradiquer de la Terre, et certains nous prêtent ces intentions alors qu'on a bien compris que c'était pas du tout le cas et que le procès, au contraire, respectait l'humanité de nos ennemis. Et il faut que les avocats des parties civiles soient là à côté du parquet pour rappeler ce que vous dites est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Merci infiniment, Maître de Villèle. On va parler à présent d'un sujet qui a également choqué la France entière, moins grave en apparence, quoique quelque chose de plus silencieux qui se déroule un peu à huis clos. On va en parler avec un autre avocat, Maître Sarah Saldman, voix des grandes gueules, mais aussi avocate des plaignants dans l'affaire Corian, vous savez, le nouvel Orpea. À tout de suite. Dans un instant, retour de Sud Radio Politique. Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Bonjour Sarah Saldman. Bonjour. Vous êtes avocate des familles plaignantes dans l'affaire Corian. Corian, c'est donc le nouveau scandale Orpea. Soyez la bienvenue sur Politique sous influence. Vous savez qu'on a une rubrique qui s'appelle les buzz de la semaine. Mais alors, en raison des législatives, on ne va pas pouvoir faire les buzz de la semaine. Mais attention, vous connaissez la loi mieux que nous. Pas de buzz politique. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes un buzz à vous toute seule. En fait, vous déclenchez des dizaines de buzz par semaine. Non, quand même pas. Bon, mais vous connaissez la loi, on vous fait confiance. Alors, on va parler avec vous d'un sujet tout de même assez politique, mais plutôt d'un sujet, comme on dit, métapolitique, un sujet de société, pour parler plus simplement, c'est-à-dire le sujet des EHPAD. Et c'est un livre qui a mis le feu aux poudres. Est-ce qu'il fallait vraiment un livre pour que ça éclate ? On avait déjà eu des reportages, et je pense notamment au reportage de Madame Lucet en 2018, envoyé spécial, comme tous les reportages de Madame Lucet qui sont très bien faits, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et pourtant... Elle y va pas avec le dos de la cuillère, en général. Oui, mais c'est ce que j'aime. Moi, j'aime pas les gens qui vont à moitié. Oui, non, c'est Je pense qu'on l'avait compris. Oui, on a bien compris. Et ce reportage était pourtant très éclairant. Que s'est-il passé entre 2018 et 2022 ? Manifestement, pas grand-chose. Donc ce livre sort et effectivement, c'est un scandale et tant mieux. Donc le livre parlait beaucoup d'Orpea. Il y avait un chapitre sur Corian qui s'intitulait de mémoire Orpea, Corian, même combat, point d'interrogation. Effectivement, c'est sensiblement les mêmes faits qui sont dénoncés. Moi, c'est comme ça que les familles sont venues vers moi en me disant les faits que les familles des victimes d'Orpea dénoncent, je suis victime ou mon parent a été victime, surtout de la même chose. Est-ce que le fait qu'il y ait Corian après Orpea, et peut-être d'autres d'ailleurs demain, semble indiquer une sorte de commencement de preuve, comme vous diriez vous les juristes, que c'est un système derrière, enfin qu'il y a un problème de système? Je ne sais pas si c'est un système, parce que dans les EHPAD publics, on rencontre les mêmes dysfonctionnements. La différence, c'est peut-être que c'est le même système qui est à l'œuvre. Peut-être, mais quand vous allez dans un EHPAD public, vous vous attendez à ce que ce soit pas évident. Dans la mesure où on a des manques de personnel, c'est pareil dans les hôpitaux. Le privé, si vous payez entre 2 et 12 000 euros par mois, vous vous attendez à quoi ? Eh bien, vous vous attendez à ce qu'on vous déroule le tapis rouge. Vous vous dites, je vais tout donner pour mon parent. Moi, j'ai des personnes qui sont actuellement en commission de surendettement parce qu'elles ont vendu un bien pour payer un EHPAD à leurs parents. 5 000 euros par mois et 5 euros par jour de nourriture. Non, ça dépend de la région. Si vous êtes dans une grande ville, par exemple, on va prendre Orpea, les bords de Seine, vous pouvez payer une chambre 12 000 euros par mois. Et vous avez pour 12 000 euros combien de nourriture par Alors justement, je vais reprendre les chiffres d'Albert Papadacci qui travaille chez Corian actuellement, en chef cuisinier. Il a déclaré sur BFM, moi je dois cuisiner pour 4,50 € par jour par pensionnaire. Donc, c'est bien, donc les actionnaires ils doivent bien manger là-bas. Caviar tous les jours peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas 4,50 € par jour concrètement. Petit déjeuner, goûter, dîner. J'ai beaucoup de photographies des plateaux repas. Oui, effectivement, je pense qu'il y a 4,50 €. Mais quand on leur dit ça aux dirigeants de ces EHPAD, ils disent quoi ? J'ai l'impression, mais c'est un sentiment personnel, qu'ils sont un petit peu dans le déni.
Voilà. Alors après, enfin, le fait d'avoir, je dirais, rationné pratiquement, en fait, d'avoir essayé de faire, on essaie de faire des économies. Et sachant que je précise, ils reçoivent des subventions publiques. En plus. Bah, c'est une économie de guerre capitaliste. Voilà, et cotées en bourse, ça faut aussi le rappeler, ce sont des sociétés cotées en bourse. Ceci dit, là, ils vont prendre cher, je pense. Ils ont perdu, oui. Mais il y a quand même, en fait, il s'agit de nos anciens, il s'agit de il s'agit de nous plus tard, il s'agit de tout le monde. Il s'agit de nos parents. Moi, mes parents sont en EHPAD. Enfin, mon père est mort dans un Corian et ma mère est en EHPAD actuellement. Et je pense que un EHPAD Corian. Non, un EHPAD pas Corian, non, mais qui apparemment est très bien. Mais vous me mettez, enfin, quand j'entends ça, quand j'ai lu le livre, quand il est sorti, ça glace le sang. Ça met le doute, quoi. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement pour nos parents? Alors, faut savoir, je vais attirer l'attention là-dessus, c'est que les salariés, moi, sont très nombreux à m'écrire, à me dire, mais nous aussi, on souffre. Nous sommes certes maltraitants, mais malgré nous, parce que quand on a un étage à gérer et qu'on est seul, quand on doit se dépêcher, comment ne pas être maltraitant? Et moi, les salariés, ils sont maltraités et donc ils sont maltraitants. Oui, puis ils sont dans des situations très précaires. Ils sont assez mal payés. Souvent, ce sont des femmes, souvent également des femmes qui sont seules pour élever leurs enfants. Et moi, ce qu'elles me disent, c'est je ne peux pas quitter ce travail. Donc, j'ai aussi peur des représailles. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent avec une adresse mail anonyme, qui ne signent pas, en me disant par peur des représailles. Mais il faut quand même souligner qu'ils font un travail extraordinaire. Parce que, bien sûr. Accompagner des personnes en fin de vie, c'est quelque chose de... c'est plus qu'un travail. Mais c'est pour ça que je ne blâme jamais les soignants. Et dans les plaintes, je ne les ai jamais nommés. C'est des gens qui sont face presque quotidiennement ou chaque semaine à la mort. De personnes avec qui ils ont tissé des liens. Donc, psychologiquement, c'est incroyable que ce qu'ils font. Je crois qu'il y a quand même une question assez évidente qui s'impose. Il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez à manger. Ça leur coûte 5 000 € par mois pour certaines, jusqu'à 12 000. Ça peut être moins, plus des subventions publiques. Où va l'argent? Dans les poches des actionnaires. Où va l'argent? Non, voilà, côté en bourse, donc en fait, je ne vais pas l'affirmer, mais en tout cas, quand on fait le calcul, on peut s'interroger légitimement. Oui. Je vous parlais d'un système tout à l'heure, parce qu'en réalité, on peut très bien se défouler sur telle ou telle marque, et on peut se défouler sur, d'ailleurs, les actionnaires de telle boîte, mais en réalité, il y a une logique dans ce système. C'est-à-dire que si vous, en tant qu'entreprise, vous ne jouez pas ce jeu-là, vous êtes évincé du marché. Bien sûr, et ça, Samuel Royer dans Cash Investigation l'a dit. Il faut rendre gorge, il faut vomir pour l'actionnaire les fameux 15% par an. C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer simplement, à l'origine du capitalisme, les capitalistes prenaient des risques avec leur argent. Et aujourd'hui, ils ne prennent plus de risques avec leur argent, il faut que ce soit 15% pour tout le monde. Et donc le risque, il pèse sur qui? Il pèse sur les salariés et il pèse sur les gens des EHPAD, mais comme tout le monde d'ailleurs. Oui, mais qu'on fasse de l'argent, moi, ça ne me pose pas de difficulté. C'est au détriment de la santé des résidents. C'est ça. C'est du capitalisme pour vendre des téléphones, il n'y a aucun problème. C'est du pur business. Mais quand vous fabriquez un sous-marin ou un porte-avions nucléaire, vous n'allez pas faire appel au marché. Puis moi, les photographies que j'ai vues, et je pense être assez solide, c'est horrible, en fait. Et là, je ne parle pas que Orpea, Corian, je vais en englober d'autres, mais c'est épouvantable. Donc, comment on peut laisser des personnes qui ont, par exemple, et là, je ne vise aucun EHPAD en particulier, une fracture et qu'on s'aperçoive de la fracture ou de l'AVC 48 heures plus tard. Mais comment c'est possible? Oui, là, c'est vraiment de la maltraitance. Et comment imaginer un tel manque d'humanité de la part des actionnaires, du management? Alors, je pense que quand on est, mais quand on est dans sa, enfin, je dis pas. Alors là encore, je ne vise aucun EHPAD, mais la globalité. Si on est dans sa tour d'ivoire derrière un tableau Excel, peut-être que c'est plus facile de ne pas le voir. C'est ça la réalité. C'est ça le problème. Parce que quand on est sur le terrain, il n'y a pire aveugle que ceux qui ne veulent pas le voir. Évidemment, évidemment. Mais le reportage d'Élise Lucet, cette fois-ci Cash Investigation, pour moi était très très éloquent. C'est dur de nier. Alors on peut dire ce qu'on veut des procédés qui moi ne m'ont pas du tout choqué, mais c'est très choquant ce qu'on a pu voir. Mais on a l'impression qu'un peu cette logique que décrivait Guillaume du capitalisme extrême, avec on vomit, on est obligé de et si on le fait pas, d'ailleurs, on est. Voilà, il y avait un chapitre, il y avait un chapitre là-dessus dans le livre. Comment en fait, c'est là où on a vraiment, c'est de l'ordre de l'entendement, mais comment dans un domaine pareil, on a pu laisser finalement se développer ce capitalisme extrême. C'est ça, parce que c'est un capitalisme qui peut être très efficace dans certains domaines, dans des domaines de business, et ça marche très bien. Là, il n'y a pas de problème. Là, il s'agit d'un vrai phénomène de société, le vieillissement de la anciens dont on parle. C'est quand même au gouvernement un petit peu d'organiser. On parle de dignité humaine, quoi. Vous parlez des EHPAD publics qui manquent de personnel comme les hôpitaux, mais même dans la sphère privée, on peut pas laisser faire n'importe quoi. Il s'agit quand même de Et puis les gens se sentent dupés, ils culpabilisent. Vous mettez votre père ou votre mère en disant je vais tout faire et vous voyez le résultat. Oui, bien sûr. Au bord de Seine, pourquoi il y a eu un scandale encore plus? Il y a beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger et donc qui se disent comme je suis pas là tous les
jours, je vais vraiment. Et ce qui est inacceptable, et dans le livre c'est très bien expliqué, c'était pour Orpea, les gens payent une somme importante et payent une dame. Moi j'ai des personnes que je représente qui tous les jours payaient un an pour aller nourrir sa mère, en plus d'Orpea, et faisaient les courses. Ah oui. Dans les EHPAD, oui. Qui se déplaçaient Il faisait les courses, l'employé de main, il allait nourrir la maman. Ouais. Pour un prix de, entre 6 et 8 000 euros par mois. On n'ose pas imaginer ce qui se passait derrière les portes fermées quand les... Le Covid, à cause du Covid, quand les gens ne pouvaient pas aller visiter leur famille. Truc aussi très important, moi les retours que j'ai, ce sont les gens qui ont une famille. Quid des gens qui ont Alzheimer et pas de famille. Qu'est-ce qu'on pense pour ces personnes-là? C'est terrifiant, c'est terrifiant. Sûrement, la question elle-même est angoissante en fait. Voilà, c'est ça. En une minute, est-ce que vous pourriez nous dire comment Corian par exemple, il communique sur les réseaux, il essaie de se défendre parce que dans un monde où l'image est toute puissante. Alors, ils ont des réseaux sociaux avec pas une énorme communauté, si on peut dire. Ils ont une communication où là, j'ai vu que sur leur compte Instagram, ils avaient mis il y a un jour une citation d'une enseignante en activité physique adaptée à la clinique du souffle Le Pontet, qui dit: les ans est d'échanger, de passer du temps avec le patient et de voir son évolution. Cette profession m'offre un sentiment d'utilité. Le quotidien à la clinique nous procure de belles leçons de vie et de jolies expériences humaines. Bon. Je ne sais pas si sur la communication on est au top. Commentaire. Voilà, ça sera la conclusion. SIC. Merci infiniment, Sarah Salman. Merci beaucoup, Régis Sommier, de nous avoir régalé. De nous avoir accompagnés. Merci. Revenez quand vous voulez. Merci Guillaume. On va désormais parler auto, comme chaque samedi, avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Et ce sont bientôt les vacances, donc bientôt le moment de reprendre sa voiture. Est-ce que les Français vont reprendre leur voiture pour les vacances? C'est la question. À la semaine prochaine.